Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien dans son job aujourd'hui, on parle de sport, mais pas seulement de sport et d'entreprise. Connecter justement les entreprises avec les sportifs. On en parle avec Philippe Petit, il est le CEO et le cofondateur de Playground avec 2 O, j'ai bien articulé. Le cercle RH, la fonction publique. Alors on en parle beaucoup de cette fonction publique dans le débat politique avec une revue d'effectifs pour fidéliser, pour engager les collaborateurs. On en parlera avec 2 spécialistes, Hugues Ancelin, il est le président de Fursac Ancelin, qui est un cabinet de recrutement, et Fabien Testé, qui est le directeur général des services de la GPSEA. On fera le point avec lui notamment sur ces enjeux de recrutement. Et puis fenêtre sur l'emploi, l'emploi vert, mythe ou réalité, on en parlera avec Julien Breuil. Il est notre invité, il est le directeur des relations entreprises chez EDC Business School. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour pas faire du sport, pour parler du sport et des entreprises et de la relation qu'il pourrait entretenir. Il y a des passerelles et on en parle avec vous, Philippe Petit. Vous êtes le CEO et le cofondateur de Playground. D'abord, un petit mot sur Playground. C'est quoi le concept de Playground ? L'idée qui nous a motivés à monter cette plateforme au départ, donc l'outil est une plateforme d'intermédiation, de mise en relation de 2 communautés, le sport de haut niveau d'un côté et l'entreprise, le monde de l'entreprise de l'autre. Mais l'idée est partie finalement, comme dans beaucoup de marchés nouveaux qu'on cherche à adresser, d'une douleur, ce qu'on appelle la pain en anglais. Si je me situe au niveau de l'entreprise, vous avez des études, l'étude Gallup en l'occurrence 2024, qui nous montre que finalement en France, le monde de l'entreprise est particulièrement touché, avec un taux d'engagement qui est relativement bas, un des plus faibles d'Europe, 19%. Et parallèlement à ça, un niveau de stress sur le lieu de travail qui est un des plus élevés d'Europe, 43%. Vous voyez, donc ça déjà est un élément à prendre en compte. Et puis la communauté du sport de haut niveau, là on sort d'une fenêtre un peu rêver finalement, béni avec les Jeux Olympiques, mais de façon générale, on s'aperçoit, et ça c'est l'observatoire de la BPCE qui nous l'indique, que 77% des athlètes, des sportifs de haut niveau gagnent la moitié d'un SMIC. C'est même pas des smicards. C'est même pas des smicards. Et donc je le disais tout à l'heure. À côté. Exactement. La plupart d'entre eux, vous le voyez souvent dans la presse, vendent une voiture, un canapé, font des petits boulots, travaillent chez Quick ou ailleurs, sans citer de marque. Et ça, c'est quelque chose finalement d'assez inacceptable. Et quand on s'aperçoit que ces gens-là développent par ailleurs des soft skills et ont un mental particulier et qui pourrait être très adapté à l'entreprise, ça a été l'idée de départ de la plateforme. On a une experte sur ce plateau qui est par ailleurs DRH, qui est venue régulièrement sur notre plateau nous dire, on parle beaucoup de faire rentrer les sportifs dans l'entreprise, des reconversions, les fins de carrière, et elle a étudié le sujet, elle dit en fait ils sont très peu à intégrer l'entreprise. Je la connais, la personne dont vous faites... Et cette étude elle est passionnante parce que visuellement on pense que c'est génial, et qu'en fait, ils n'arrivent pas à intégrer l'entreprise. L'entreprise ne leur tend pas la main, sauf pour 1 ou 2 conférences annuelles, et terminé. Pourquoi ils n'arrivent pas à se parler ? Et pourtant, c'est des écosystèmes assez proches. On a vu certaines interventions qui ont fait polémique, même à la télé, certains sportifs très emblématiques, Florent Manodou, Teddy Riner en parlent. On n'est pas forcément le plus grand pays du sport. Alors on se donne, je pense, des grandes ambitions, on accueille des grands événements, et ça c'est formidable, sur le plan économique, sur le plan de la visibilité du territoire, on est d'accord. Moi je pense qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond que ça. En tout cas, le combat qu'on mène avec Playground, c'est ça. C'est justement mettre en relation, creuser finalement un sillon, mais j'allais dire même au-delà de ça, créer une passerelle entre le monde professionnel, le monde de l'entreprise et celui du sport de haut niveau. Mais Philippe, votre objectif c'est quoi ? C'est de faire de l'outplacement de sportifs de haut niveau et de les rentrer dans des boîtes du CAC, ou c'est de faire se parler des univers ? C'est faire se parler des univers, mais sans évoquer que l'univers du CAC. On a 35 ou 40 000 PME, ETI en France, c'est ces entreprises-là qu'on adresse en priorité. Je pense que le sujet de l'emploi et donc de la reconversion est un sujet essentiel pour le sport de haut niveau. C'est une partie du projet. Sans rentrer dans le détail de la plateforme, mais vous imaginez une espèce de super réseau social avec beaucoup de fonctionnalités. On va permettre d'ailleurs aussi de réinventer un petit peu la notion de sponsoring avec du crowdfunding, avec des outils qui sont intégrés à la plateforme. Pour soutenir tel ou tel sportif ? Bien évidemment. Ça offre à la fois de la visibilité pour la RSE, par exemple, pour une entreprise. Ça permet de défendre une cause, donc c'est quelque chose d'engageant aussi pour la société. Mais c'est aussi un modèle économique et ça permet de financer la carrière d'un jeune sportif qui, pendant ses 7, 8, 10, 15 premières années d'existence, va se consacrer à une pratique sportive. Vous, votre cible, parce que votre associé Yvan Pierrens et vous, alors vous venez du marketing, votre associé vient plutôt des grandes agences de pub, donc vous avez vraiment une vraie vision stratégique. C'est ça. Votre cible, c'est quoi? C'est d'abord les entreprises ou votre cible, c'est les sportifs? Sportifs, c'est captif, vous les avez déjà. On les a. Il ne manque qu'à aller vers l'entreprise. Exactement, on a commencé à les recruter.
recruter, très honnêtement, c'est pas la partie la plus difficile. Finalement, on leur fait une proposition d'accompagnement qui est assez séduisante sur le principe. Et d'ailleurs, c'était sur le plan stratégique un peu pour nous la première version. On a commencé à itérer véritablement le sujet comme ça, à recruter des sportifs de haut niveau. On le fait et vraiment avec des gens de grands talents. Je vous encourage à aller voir la plateforme playground.io et vous verrez un petit peu l'écurie de talents qu'on a pu déjà finalement recruter. Mais bien évidemment que la problématique se situe au niveau des entreprises. C'est elles. C'est les entreprises. Le sujet est chez elles. L'idée aussi d'un business model est plus facile à adresser en B2B auprès d'une cible d'entreprise. Donc, vous parliez tout à l'heure de cette association, de nos deux personnalités. On a finalement une approche très complémentaire. Moi, j'ai une expertise vraiment sur les systèmes d'intermédiation, les systèmes digitaux, les plateformes. Donc, la plateforme. Ils vont plutôt sur l'étude finalement de la société, des cibles. Et donc, en mêlant un peu toute cette réflexion-là, on est arrivé à se dire, prenons un peu de hauteur. On a, lui et moi, 56 ans passés. On a des parcours d'entrepreneurs, des parcours de vie. Et on s'est dit, finalement, il n'est jamais trop tard peut-être pour relancer une activité économique qui a du sens. Génial. Et de créer des passerelles. Bien sûr. Entre des univers, je leur dis, qui sont assez proches parce que c'est la compétition, c'est la réussite, c'est l'échec. Exactement. C'est parfois des moments de douleur, c'est des moments de joie et c'est des univers qui se frottent, qui se ressemblent. C'est exactement ça. Concrètement, 4 univers de jeux sur la plateforme Playground. Vous avez d'un côté tout ce qui est lié au job dating, la partie recrutement justement qui va intéresser les entreprises et qui va faciliter la reconversion des sportifs. Vous avez un univers en fait qui est dédié au team building, tout ce qui va être lié aux ateliers, aux conférences inspirantes, même aux séminaires. On commence aussi à être interrogé pour organiser des séminaires d'entreprise assez dimensionnés. Donc cette partie team building. Vous avez un univers du coaching et là on va plutôt travailler sur finalement la santé du collaborateur, mais pas que la santé physique. Aujourd'hui, beaucoup d'applications le font. Moi, ça, je trouve ça plutôt très bien. Mais on se pose pas assez sur le sujet de la santé morale, la santé mentale finalement des collaborateurs. Et là, c'est un sujet pour nous. Et puis le dernier point, je l'évoquais juste à l'instant, c'est le sponsoring, en réimaginant un petit peu ces notions de financement croisé. Il y a de la valeur à créer de par cette mise en relation et pour les deux univers. Et le but, c'est finalement d'ouvrir un peu les portes et puis de casser les silos. Passionnant, Philippe Petit. Un très beau projet qui existe. Il y a une plateforme, elle existe, elle est réelle et les entreprises vous ont entendu. Playground avec 2 O. Vous êtes le CEO et le fondateur avec, je le rappelle, Yvan Pierrens, qui est votre associé dans cette aventure sportive et entrepreneuriale. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on parle de la fonction publique dans le cercle RH qui est notre débat. Alors la fonction publique, elle est un peu malmenée, un peu chahutée même dans le débat politique. Qu'en est-il exactement? Débat de recrutement, débat d'engagement. On en parle avec mes invités juste après le jingle. La fonction publique en débat, alors pas en débat politique parce que la fonction publique est un peu chahutée, on en parle beaucoup, il faut réduire les dépenses, il faut augmenter les impôts et on pointe du doigt parfois la fonction publique de manière très large parce que c'est la fonction publique d'État, territoriale et on va s'intéresser à la territoriale. À travers une initiative très intéressante qui est d'ailleurs un peu décadrée par rapport au débat un peu mainstream ou grand public autour de ces sujets. Avec moi 2 experts qui travaillent la main dans la main, je le précise. Fabien Tastet qui est un habitué de notre émission et qui vient régulièrement débattre de ces sujets, directeur général des services de la GPSEA. Alors je voudrais juste donner l'acronyme parce que sinon c'est du charabia. C'est le Grand Paris Sud-Est à venir, qui est une méthode. Pas du charabia, mais c'est long. C'est long. Non, mais l'acronyme est compliqué. Vous êtes directeur des services de cet espace qui correspond à combien d'habitants? C'est 350 000 habitants. Il y a 1200 grandes agglomérations en France. Et c'est une grande agglomération de la région parisienne et du cœur de la région parisienne. Avec 1200 agents, 350 000 habitants. Avec un débat, et on va l'avoir sur les enjeux de recrutement, parce que c'est un sujet de préoccupation, et de vieillissement de la population. On y reviendra dans le débat. Avec nous, Hugues Ancelin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, président Merci. de Fursac Ancelin. Vous vous définissez comme un cabinet de recrutement RH ? Initialement un cabinet de recrutement et désormais cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines, d'accompagnement des collectivités. D'où votre présence aujourd'hui. Je pose la question à Fabien Tastet. Il y a un travail de réflexion que vous menez en tant que directeur général des services sur le recrutement, la mobilité des agents, leur engagement. Est-ce que c'est intéressant de faire venir un cabinet privé, mais on se dit, mais il n'y avait pas les outils à l'intérieur de la fonction publique, il n'y a pas de RH dans vos structures. Alors, je le dis un peu abruptement, comme ça on démarre tout de suite dans le débat. Alors,
Si, parce que sur cette... Sans vous énerver, hein, Fabien. Non, je reste toujours très calme dans vos émissions, mon cher. C'est vrai. C'est vrai que quand on parle aujourd'hui d'attractivité, problème d'attractivité des entreprises, de la fonction publique, etc., on raisonne souvent en recrutement extérieur. On va aller chercher à l'extérieur les talents qui nous manquent, etc. Et nous, on a voulu un peu changer l'approche et dire, mais attendez, au lieu de regarder loin ailleurs, regardez à côté de vous. Ouais. Voilà. Et regardez parmi vos collaborateurs, celles et ceux qu'il faut faire davantage évoluer. Alors, étant entendu que, et je réponds à votre question, nous, c'est cette idée de la trajectoire, du parcours. C'est-à-dire le fait que dans notre collectivité, les gens ne sont pas dans des cases. Moi, je rejette le syndrome de la case. Je trouve qu'il y a rien de plus démotivant professionnellement de se dire, ils m'ont mis là, toute ma vie. Je vais faire toute ma carrière là. De toute façon, ils m'ont mis là, ils ont besoin de moi là. Ils ne feront pas appel à moi pour faire autre chose. Et je me lève tous les matins et je suis dans ma case. Moi, je trouve ça que c'est absolument démotivant. C'est pour ça que nous, depuis le début à Grand Paris Sud-Est Avenir, on est sur cette philosophie de la trajectoire professionnelle. Simplement, on a voulu passer, et on la développe, la moitié aujourd'hui du comité de direction de Grand Paris Sud-Est Avenir, c'est des gens qui sont montés en interne. Simplement, on a voulu, avec un partenaire qui a développé des outils pour ça, passer en quelque sorte à une étape supérieure, industrialiser un peu la démarche, surtout la partager avec tous les managers. Parce que c'est bien que le DGS y croit, que le DGS le fasse autour de lui dans les nominations des directeurs généraux adjoints, mais il faut que tous les managers, les 160 managers de GPSEA, soient dans cette philosophie. C'est ça qui nous a intéressés dans ce partenariat. On va voir quelques chiffres, mais Hugues Ancelin, quand même, ce qu'on entend là d'un point de vue théorique et finalement industrialisé, ça nécessite quand même un énorme travail de finesse. Ça veut dire recenser, connaître ses effectifs, connaître leur potentiel, appréhender leurs désirs. Enfin, c'est pas rien quand même. C'est plus facile d'acheter à l'extérieur et d'acheter, j'allais dire, sur catalogue ou étagère. C'est plus compliqué que de faire grandir de l'intérieur. Et c'est même plus, plus tentant pour nous. Historiquement, on est un cabinet de recrutement et c'est vrai que la tension dans la fonction publique territoriale... comme nos confrères, on l'a vu d'abord comme une aubaine. La territoriale, c'est à peu près 2 millions d'agents. Et chaque année, la Fédération des centres de gestion publie son rapport. Là, pour 2023, il y a 230 000 annonces qui sont publiées. C'est beaucoup. C'est quand même 12% des effectifs qui sont en permanence vacants. Et pourvus. Et pas pourvus. Eh bien, là, c'est le problème. Et pas pourvus, pour 2 raisons. Il y a 2 problèmes. Il y a un problème qui est un manque de candidats. Alors ça, c'est une lapalissade, mais ça s'explique. Et il y a un problème d'inadaptation des profils au métier ou aux nouveaux métiers. Sur le premier problème, il y a le manque de candidats. Il y a eu, moi, je vois, on a recensé quand même 2 facteurs majeurs. Un, le statut de la fonction publique territoriale, qui était un vrai atout il y a encore 15 ans, 20 ans, 10 ans, quand on est en plein emploi, un emploi à vie, ça n'est plus quelque chose qui vous attire. Ça peut changer. Ça peut changer. Mais aujourd'hui, conjoncturellement, ça ne marche plus. Il y a autre chose, c'est que dans la territoriale, il y a quelque chose qui s'appelle la mobilité géographique, et qui a pris un sacré coup sur la tête avec la crise Covid. On ne traverse plus on ne traverse plus la France pour un poste similaire. Exactement. Ouais, parce que c'est aussi long de traverser Paris que la France maintenant. À peu près. Ce chiffre, 67%, c'est la proportion des collectivités territoriales qui ont éprouvé des difficultés de recrutement entre 2022 et 2023. Rentrons dans le vif du sujet. Vous avez fait ce constat, comme toutes les collectivités, Fabien Tastet, et vous vous êtes dit, allons chercher en interne. Ça pose quand même quelques sujets. Pour vous, de toutes les équipes de managers sur l'ensemble de votre collectivité, c'est détecter, entendre, sélectionner, former, puisque vous parlez aussi de nouveaux métiers, et que ces nouveaux métiers, l'environnement, il y a plein de sujets, la data, l'IA, il y a plein de sujets sur lesquels vous n'avez pas les compétences. Comment vous avez fait, Fabien ? Justement, on travaille avec Fursac Ancelin pour doter chaque manager d'un kit de détection, je vais l'appeler comme ça. C'est-à-dire, c'est quoi les outils pour qu'un manager, dans son entourage, peut-être au moment de dans son entourage professionnel, c'est-à-dire parmi les collaborateurs qui sont placés sous sa responsabilité, peut-être au moment de l'évaluation, comment il va faire, avec quels outils il va pouvoir détecter. Détecter qui ? Ça, c'est une question fondamentale, parce que notre approche, c'est pas, comment je peux dire, c'est pas une approche aristocratique. Il ne s'agit pas de dire, c'est pas
Vous savez, cette formule célèbre, dans la gare se croisent ceux qui sont tout et ceux qui n'ont rien. C'est pas ça, nous, qu'on veut faire. Il n'y a pas, on va pas trier le bon grain de livret. On va pas dire, alors vous êtes les élus, vous... pas de chance, vous serez dans la case. Vous serez dans la case, c'est voilà. ça. Nous, l'idée, c'est de dire, pour chacun, il peut y avoir un moment dans la collectivité où va converger une envie, une aptitude professionnelle et une opportunité dans la collectivité. C'est nouveau ce que vous décrivez là. Ce moment-là, il peut se produire demain, après-demain, dans un an. On n'est pas démago, c'est pas tout le monde tout de suite, mais ce moment-là, pour chacun d'entre vous, il peut se présenter. Et nous, la garantie qu'on vous donne, et c'est ça, je trouve, le message puissant, le message managérial puissant, c'est que quand ce moment se présentera, on saura le détecter et on sera là. On saura le détecter, l'entendre, et on sera là pour vous accompagner pour que les choses se fassent. Parce qu'une fois qu'on sait qu'il y a une aptitude, qu'il y a une envie, qu'il y a un moment, derrière, il faut que les choses se fassent. Il y a plein de freins, y compris il y a des phénomènes d'auto-éviction chez les gens qui disent « Non, c'est pas pour moi, je ne vais pas pouvoir me relancer. » Voilà. Et donc, nous, la garantie qu'on veut donner, et c'est un message puissant en termes managériels, au sein d'une entreprise, au sein d'une collectivité, je considère vraiment que c'est un message puissant de dire, vous avez la garantie que nous, votre employeur, au moment où il y aura cette convergence du moment de l'envie, de l'opportunité, on sera là et on accompagnera pour que ça se fasse. Un mot, et même plusieurs, Hugues, sur les outils, parce que là, on entend bien je dirais la philosophie, ce qu'on va instiller, demander aux managers. Comment on fait concrètement? Alors, il y a un premier point qui est l'acculturation, en fait, c'est d'expliquer à tous les managers. Le changement qu'on a intérêt à détecter les gens qui ont du potentiel. Bon. Sans leur faire de l'ombre. Exactement. Non, mais il faut dire les choses aussi clairement. Exactement, bien sûr. Et faire comprendre que tout le monde y a intérêt. Après, nous, on a travaillé sur 2 plans. Muscler notre jeu, en termes d'outils objectifs, d'objectivation, de l'évaluation. C'est tout un panel de tests psychologiques qui va du comportemental à la détection des biais. Donc il y a une évaluation, on est d'accord. Oui. Il y a des mais voilà. Et à côté de ça, on a monté, nous, en interne, moi j'ai la chance d'avoir une quinzaine de personnes qui font uniquement du recrutement pour les collectivités territoriales, un vrai modèle de détection des talents, en fait, de définition de ce que c'est un talent. Il faut le définir, oui. Dans le privé, en gros, talent, souvent, c'est une adéquation, compétence, efficience. Et nous, on part sur 3 dimensions. Une évaluation des compétences, évidemment, instant T. Les soft skills, j'imagine aussi. Une évaluation du potentiel, donc de la trajectoire, et on est vraiment là-dessus. Et une dimension qui est vraiment propre au service public, qui est l'engagement. Avec des notions aussi simples et évidentes, mais fortes que les valeurs. Voilà, il faut être aligné avec son employeur. Fabien Tastet, avant de nous quitter, il reste un petit peu de temps, mais il y a l'enjeu du recrutement et de la démobilisation ou du désengagement de ceux qui disent je ne vais pas faire une carrière dans les collectivités, ça ne m'intéresse pas. On en a parlé, mais il y a aussi les départs en retraite. Il y a 30%, je crois, dans 10 ans, sur la période des 10 ans, des agents qui vont partir en retraite. Donc c'était quoi aussi une manière pour vous d'anticiper ce trou d'air, c'est ça l'idée? Oui, de préparer, bien sûr, d'être capable de préparer la suite, de répondre aussi aux nouveaux besoins, aux nouveaux risques. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise, comme les collectivités locales, comme les acteurs publics, ils sont confrontés à des nouveaux risques. La cybersécurité, c'est les attaques modernes de la diligence, en quelque sorte. La question des données, d'autres encore. Donc préparer les nouveaux métiers, les métiers qui montent en puissance, savoir gérer les nouveaux risques. Et puis, il y a quelque chose qui est important dans ce que Hugues a dit, c'est que ce qu'on a voulu construire ensemble aussi, c'est un processus de détection, d'accompagnement des talents en interne qui soit en phase avec l'ADN, la philosophie de la collectivité. Une entreprise, elle a une marque, une collectivité publique, elle a un ADN politique. Il y a des valeurs auxquelles elle croit, et ces valeurs, elles guident sa politique managériale. Je donne un exemple. Dans la boîte à outils, dans la boîte de détection, nous, il y a 2 outils qu'on a construits ensemble qui nous paraissent intéressants. C'est vérifier le sens critique. Parce que notre philosophie managériale, c'est pas d'avoir des gens qui sont le doigt sur la couture du pantalon.
c'est d'avoir aussi, au sein de la collectivité, parmi les 1200 agents, des débats, de la contradiction. Je le dis souvent, à l'extérieur, on dit tous et on fait tous la même chose, mais en interne, on a le droit de discuter, on a le droit de débattre, etc. Et donc, quand on veut faire évoluer les gens, eh bien, on veut vérifier qu'il y a ce sens critique. Ils ne sont pas là pour dire le chef est formidable. Ça marche comment? C'est des questions philo, je blaguais, mais on vous pose des questions sur Socrate, les aristotéliciens Non, on a des outils, alors qui sont toujours sur la base de QCM en général, hein, mais qui sont des outils de psychothérapeutes, d'évaluation du sens critique. Et qui la capacité à se remettre en cause et à remettre en cause l'argument de l'autre. Et on précise bien qu'on parle de tous les échelons de la fonction publique. Absolument. Non, mais c'est important de le dire, des catégories bien sûr. A jusqu'aux catégories D. Cette politique de la trajectoire, on l'a toujours voulu. Je le disais tout à l'heure, c'est pas aristocratique, ça concerne tous les échelons. Moi, j'ai des exemples dans la collectivité de cantonniers qu'on a fait évoluer, qui sont devenus chefs de secteur, aujourd'hui chefs de district. Donc chef de district, ça veut dire qu'ils organisent la propreté dans une ville. C'est des gens qu'on a détectés. À l'époque, on le faisait de façon non industrielle, et c'est ça qu'on veut généraliser. On les a détectés. On a pris un pari managérial avec eux. On leur a dit, écoutez, on croit en vous, vous avez la capacité de franchir une étape, etc. On les a positionnés, alors même qu'ils n'avaient pas forcément le bon grade de la fonction publique, etc. On les a positionnés, on leur a fait confiance, on les a accompagnés, on les a formés, on leur a donné confiance. Et aujourd'hui, ils ont franchi des échelons. Et donc, voilà, ce qui est vrai à l'échelle du comité de direction, peut être aussi vrai à l'échelle de métiers de terrain. Un mot chacun, on en est où? Promesse-là qu'il faut porter. Fabien et Hugues, vous qui avez travaillé la main dans la main, on voit qu'il y a une co-construction des outils. On en est où dans le processus d'aboutissement? C'est-à-dire, ça porte ses fruits, ça permet d'avoir une marque employeur plus forte. Comment vous regardez les choses là? Oui, alors là, on est dans la phase de la diffusion de la boîte à outils. C'est ça. GPSEA, c'est une grande collectivité. Il y a 170 managers. On a une grande conférence managériale qui est prévue le 8 novembre. Absolument. Et Hugues et ses équipes viendront intervenir pour finir de doter les managers de cette fameuse boîte à outils qui vont leur permettre de détecter. Parce que je redis, l'exercice de la détection, c'est pas facile, il ne faut pas se tromper. Il faut le faire en étant parfaitement outillé. Et donc, c'est notre grand rendez-vous du 8 novembre pour avancer dans ce qui, je crois, est aussi une frontière du management qu'il faut, vers laquelle il faut... Et vous dépoussiérez aussi le regard qu'on porte sur la fonction publique et sur les collectivités, mais qui sont souvent plus dynamiques, je dirais, que les fonctions publiques d'État. Qu'on ne le croit et qu'on ne le raconte. Bien raison, Arnaud. Bien plus dynamique et bien plus propice à l'expérimentation. Et c'est exactement ce qu'on a... On n'a pas besoin de loi pour faire tout ça. On ne demande au ministre aucune loi. Il y en a déjà suffisamment. C'est l'avantage. On lui dit, ne vous dérangez pas, on n'a pas besoin, laissez-nous à partir du terrain innover, créer, on peut faire des choses. On n'a pas besoin de loi. Sud-Est Avenir, quand vous entendrez cet acronyme GPSEA, c'est Grand Paris, Sud-Est Avenir, avec 1200 agents et 120 communes. Non, 16 communes, 1200 agents, 350 000 habitants. 350 000 habitants, voilà, on est complet. Merci Hugues Ancelin, président de Fursac Ancelin, cabinet de recrutement. Et on l'a découvert pas seulement, parce que voilà, vous travaillez la main dans la main avec les collectivités. Merci à vous Fabien Tastet, directeur général des services de GPSEA. Merci à vous deux de nous avoir éclairés. Vous revenez quand vous le souhaitez, évidemment. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille Julien Breuil pour parler des métiers verts. Ils existent vraiment, ces métiers verts. On en parle avec lui. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi. J'accueille Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur des relations entreprises à l'école EDC, au groupe EDC Business School. Tout à fait. On parle des fameux emplois verts. Alors, ça fait presque 10 ans qu'on en parle. Je me rappelle de Ségolène Royal qui évoquait ces emplois verts. Mythe ou réalité? Dites-nous. Alors même si la question est presque un peu provocatrice, mais il y a une dynamique. Clairement, il y a quand même une dynamique. Ça existe. Ça existe. En revanche, je pense qu'il faut distinguer ce qui est de l'emploi vert spécifique, c'est-à-dire un ensemble de compétences qui sont mis dans le cadre d'une mission pour analyser, protéger et mettre en place des actions liées à la protection de l'environnement et juste à sa préservation. Au métier vert, vraiment. Au métier vert, du 100% vert, de ce qui est effectivement des métiers qui évoluent, notamment dans les métiers cadres, où effectivement les métiers se complexifient et où il y a une dynamique, on va dire un peu green, qui se met dans le cadre de son métier. Ce chiffre, c'est le vôtre. C'est vous qui l'avez sélectionné. On voit quand même le choc. Oui, tout à fait. 870 620 cadres
qui sont concernés par la transition. Exactement. Alors là, par contre, ça pique du nez violemment. On est à 28 850 pour les 100% verts. Exactement. Donc, en proportion, c'est un chiffre qui est relativement faible. Mais si on parle de transition qui nécessite, finalement, qui implique une évolution, on voit bien qu'un nombre conséquent, et je le tourne de manière positive, ce fameux 870 000 est quand même relativement important. C'est-à-dire qu'un ensemble de métiers sont désormais concernés par des enjeux auxquels ils n'étaient pas précédemment. Je rappelle qu'en France, on estime à peu près, selon le nombre de cadres du privé, mais à peu près à 4 millions de cadres du privé. Donc ça fait une proportion assez intéressante. C'est une étape intermédiaire entre le 100% vert et les cadres classiques. Exactement. Et des métiers verts qui sont quand même concentrés sectoriellement et j'ai même envie de dire géographiquement. Géographiquement. Alors, la répartition géographique, c'est vrai qu'elle est liée déjà au métier, à l'emploi. On sait que l'emploi est plutôt notamment chez les cadres concentré à la fois en Ile-de-France et à Paris, puis ensuite dans les grandes métropoles régionales. Donc on retrouve un tout petit peu ça effectivement au niveau de l'emploi vert. Les 3 régions principales sont l'Ile-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Et si on regarde plus spécifiquement, on retrouve quand même un peu les grands bassins avec dans la région parisienne, Paris, Versailles, le plateau de Saclay. Bien sûr. Si on regarde sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon, Grenoble, et si on regarde sur la région PACA, Aix, Marseille. Donc je pensais que vous mettriez un peu les Hauts-de-France avec les grandes factories de alors, ça en fait partie, mais au regard de ces 3 grandes effectivement, régions, la région des Hauts-de-France n'apparaît pas dans le trio de tête. Et les 3 secteurs, je viens d'en citer un évidemment, on pense immédiatement, c'est les batteries, mais il n'y a pas que celui-là. Alors il y a effectivement tout ce qui concerne les énergies renouvelables, qui nous vient, j'allais dire presque naturellement à l'esprit, de loin. C'est là où il y a le plus de création d'emplois à hauteur de 47%, après les batteries électriques à 29%, et la gestion des déchets. Mais pour rebondir sur le thème qu'on abordait tout à l'heure, effectivement, c'est pas un long fleuve tranquille. On voit bien que les créations d'emplois, notamment sur les véhicules électriques et les batteries, a eu le vent en poupe. On voit qu'on essaye presque de renégocier auprès des constructeurs. Les voix sont élevées en tout cas. Voilà, sur 2035 et l'électrification de l'ensemble des véhicules. Donc voilà, ça avance petit à petit avec des soubresauts. Et des ventes de véhicules électriques en baisse. Qui baissent au détriment des hybrides. Des métiers quand même qui sont demandés, parce qu'on voit que même les étudiants, et ça je m'adresse aux relations entreprises à EDC Business School, c'est-à-dire que c'est quand même des étudiants qui poussent en disant moi je veux faire des métiers dans le vert, dans le green. C'est très demandé. En même temps, est-ce qu'on a bien les bons débouchés? Est-ce qu'il y a un soutien à la transition? Alors, il y a toujours, c'est toujours l'œuf, j'allais dire qui a pondu la poule qui a pondu l'œuf. Il y a une demande de la part des étudiants. Nos formations évoluent. Alors, si je ne parle pas plus spécifiquement de l'EDC, on voit qu'on a des formations à peu près 1800 dans ces domaines verts qui sont référencés dans le management environnemental et la gestion des risques environnementaux, dans tout ce qui concerne l'aménagement du territoire notamment, ou dans la partie énergétique. Ce qui est intéressant, c'est que nous-mêmes, par contre, côté EDC, on ne va pas forcément avoir une spécialisation qu'on appelle green, mais l'ensemble de nos spécialisations, via certains métiers ou cours, effectivement, bénéficient effectivement d'une amélioration de ces cours avec des touches à droite à gauche. Exactement. Et on fait d'ailleurs des comités de perfectionnement au travers de ça pour justement nourrir nos programmes et les améliorer de manière constante. Merci Julien Breuil de nous avoir rendu visite. C'est un sujet important, ces métiers verts, en tout cas leur évolution chez les cadres, parce que oui, bien sûr, principalement. Merci à vous. Vous êtes directeur des relations entreprises chez EDC Business School. C'est un plaisir de vous accueillir. L'émission est terminée. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour réaliser cette émission. Merci à Enrel à la réalisation, merci à Héloïse au son et merci évidemment à Nicolas Juchat pour la programmation. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.